Mieux qu'une chaîne, un monde. RT. RDC vire en tête des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonjour messieurs, salut mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour votre rendez-vous hebdomadaire Avenir Sport. Voici le casting pour évoquer les léopards de l'RDC ainsi que les élections à la Ligue de football féminin au niveau de la FECOFA. J'ai reçu pour vous Tison Ndombele, journaliste, ainsi qu'analyste sportif. Bonjour Tison et bienvenue. Bonjour Sylvain Tobadia et je souhaite également bon début de week-end à tous le fidèle téléspectateur de ce grand plateau Avenir Sport. Alors pour ce léopard, nous allons revenir notamment avec l'organisation de la délégation congolaise qui a passé nuit à la Belle Étoile. Elle n'a jamais franchi les frontières pour rejoindre Nouakchott. Le léopard de RDC a donc presté sans cette délégation qui devrait les soutenir Cambéniam. Il y a eu cette victoire qui a permis à l'RDC de virer en tête du groupe B avec désormais 12 points dans leur escarcelle. Je pense que j'ai bien trouvé ces 12 points dans leur escarcelle, suivi du Sénégal à 4 matchs de la fin de ces éliminatoires. En cas, bien sûr, de maintien de cette première position, les léopards vont finalement disputer la Coupe du Monde après plus de 50 ans d'absence. Première question, Tison Ndombele, vous avez été de la délégation qui devrait accompagner les léopards au niveau de Nouakchott pour cette rencontre. Qu'en est-il ou qu'est-ce qui s'est réellement passé avant de revenir dans cette double confrontation ou dans ces deux matchs des léopards joués à Kinshasa ici qu'à Nouakchott? Bon, d'abord, je dis félicitations à l'équipe de la RDC pour ce qui s'est passé à Nouadhibou. Je pense que la situation que nous avons connue sur place à l'aéroport, certes, il peut y avoir des irrégularités, des failles du côté de l'organisation, mais on a compris que la Mauritanie a profité de ces petites erreurs pour finalement faire ce qu'il avait en tête. L'idée était de ne pas voir le supporter de Léopard, ne pas être au stade, question de pousser leurs 11 nationaux à la victoire finale qui a été faite sans ses supporters, sans les amis de la presse qui devraient en même temps couvrir cet événement. Et qu'est-ce qui s'était passé concrètement? Il y avait des possibilités pour arriver en Mauritanie, question d'accompagner les léopards. La première possibilité, c'était de passer la demande de visa 48 heures avant. Ce qui n'a pas été fait et il fallait maintenant passer au plan B. Le plan B, c'était solliciter l'octroi des visas sur place à travers la note verbale qui doit être faite par l'ambassade. Et l'ambassade congolaise l'avait fait. Et la note verbale, à travers laquelle le secrétaire du ministre avait constaté qu'il n'y avait pas vraiment forcément de paragraphe qui montrait la volonté ou les souhaits de la délégation congolaise ou des officiels congolais en sollicitant l'octroi du visa sur place à Nouadhibou. Et comme il y avait une équipe d'avance sur place, composée de quelques membres du cabinet de M. Boudimou, également, il y a eu cette collaboration avec la fédération qui était représentée sur place par quelques membres. Et en arrivée sur place, il y a eu cet échange entre les responsables mauritaniens avec les responsables congolais sur cette question. Parce que la lettre qui a été faite par l'ambassade de la RDC sur place pour solliciter l'octroi de visa sur place, parce que 48 heures avant, ça n'a pas été fait. Ça, déjà, la page était tournée. Et au-delà de ça, il y a eu également cette histoire où il fallait remplir des fiches en ligne, avoir des visas en ligne à distance. Ça n'a pas été aussi fait parce que vu le blocage de dernier code et puis avec la délégation de 158 personnes, c'était compliqué. Et sur place, à distance, les autorités mauritaniennes étaient d'accord qu'on arrive sur place pour l'octroi des visas. C'est comme ça qu'on a décidé finalement qu'on effectue ces déplacements. Et arrivé sur place, on a été bien installé. Sur place à l'aéroport, il y a eu des endroits où on pouvait rester en attendant les conditions dans lesquelles vous avez passé nu. Hein. Non, en fait, les images que nous voyons ici, ça, ce n'est pas le lit approprié pour dormir.
il y a des chaises où les gens étaient assis. On attendait la suite parce qu'il y a des responsables, le responsable de notre délégation qui était pour parler dans les bureaux juste à côté, ici à côté de cette salle, dans les bureaux pour négocier finalement sur la lettre. Et les gens qui étaient sur place avant ont reposé la question. On était ici avec vous, il y a de cela 24 heures. Vous nous avez confirmé, sur base de cette lettre, qu'on arrive sur place, on aura nos 158 visas. Et arrivé sur place, les autorités mauritaniennes ont changé. Ils commencent à dire non, on n'a pas qualité de vous octroyer cela sur place. Si cela doit être fait, il faut que votre ministre des Affaires étrangères appelle le nôtre, question d'échanger, et nous attendons les instructions de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Alors que sur place, quand il négociait avant le déplacement de la délégation congolaise, il n'était pas question que le ministre des Affaires étrangères appelle son collègue de la Mauritanie. Arrivé sur place, c'était question de ça. Moi, j'ai posé des questions mille et une fois. Les audios que vous avez vus là, c'est moi qui ai appelé les confrères qui étaient ici dans la salle, qui dormaient. J'ai réveillé Fils Kamunga, Jidem, allons poser des questions. On est journaliste, on ne peut pas rester ici pendant plus de 3 heures. On ne sait pas si finalement on va aller au stade ou pas. Et on est allé, on a appelé le secrétaire du ministre, on a appelé le représentant de notre ambassade qui était également dans notre délégation de notre ambassade sur place là-bas, qui est résident là-bas en Mauritanie. Parce que c'était en lui, c'est lui qui nous avait assuré. Et puis avec la délégation sur place, ils ont confirmé que, les autorités mauritaniennes ont confirmé que nous aurons des visas sur place sur base de cette note verbale. Arrivés sur place, ils ont changé d'avis et on posait des questions. Pendant qu'on posait des questions, un ami a jugé utile d'enregistrer les audios. Et après la situation dans laquelle on était confronté, a fait à ce que nos léopards soient encore une fois motivés parce qu'on n'était pas sur le stade était rempli des Mauritaniens et finalement on a gagné, c'était ça l'essentiel, c'est pas une première. J'ai des lus coupa. Finalement, la délégation a passé une nuit à la Belle Étoile. Bonjour d'abord et bienvenue. Merci. La délégation a passé une nuit à la Belle Étoile, ils ont passé une nuit à l'aéroport, ils n'ont jamais franchi la frontière. De l'aéroport, ils sont revenus à Kinshasa. Comment on peut expliquer ces désordres, disons comment on peut prendre le risque sans aucune autorisation ou une promesse fallacieuse? Est-ce que vous trouvez les autorités mauritaniennes faire cette promesse fallacieuse sans qu'ils ne respectent leurs obligations, surtout que c'est un déplacement justement pour un match de football et vous refusez? Comment on peut organiser? Vous avez été ignorante notamment dans un cabinet ministère des Sports, vous avez travaillé avec le ministre Chimbo. On n'a jamais vécu ce genre de problème. Bon, je crois qu'on est en Afrique. On est en Afrique, il y a toujours des situations qui arrivent. Nous avons vu d'ailleurs certaines délégations officielles d'ailleurs des joueurs. Des joueurs du Nigeria. Qui ont été bloqués dans l'aéroport, je crois que c'était en Libye, quelque chose comme ça. Donc ça arrive. En Afrique, on a toujours cette difficulté à avoir la Pourquoi cette promesse fallacieuse? Malheureusement, c'est ça, pour essayer un peu d'étouffer. Ça nous est arrivé encore à Brazzaville, c'était en 2018. Oui, en 2018 à Brazzaville. On était d'ailleurs avec le ministre Papi Nyambo. J'étais dans la délégation. Mais pour éviter ce genre de choses, je crois qu'il y a une part de responsabilité de notre part. C'est un match de football. Un match de football se gère d'abord entre les instances qui dirigent le football, la FIFA, la CAF, les fédérations. Donc je crois que si notre fédération avait fait ces démarches, ça allait faciliter les choses parce qu'on devrait écrire à la fédération sœur de la Mauritanie. Donc notre fédération n'a pas été associée. C'est parmi... Ouais, je crois que oui, parce que moi je travaillais avec le ministre, comme vous l'avez évoqué ici, nous avons organisé des déplacements des délégations plusieurs fois. Il n'y a jamais eu ces problèmes puisque nous passons par la fédération, la FECOFA, qui fait les démarches, il envoie en retour à la fédération sœur pour que... Voilà, qui est obligé d'après les règles de la CAF. Voilà, d'après les règles de la CAF et les instances. Mais malheureusement, c'est quand même... Ça fait un peu jaser puisque c'est la deuxième fois, c'est pas la première fois. Je crois avant le match de la RDC. En Tanzanie également, les supporters ont été libérés à l'aéroport pour accéder au stade et assister à la deuxième période. Ouais. Je crois qu'avant le match... Même en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Avant le match de la RDC ici à Kinshasa contre le Soudan du Sud, le ministre Boudimbo a convoqué une conférence de presse. Nous étions tous là. Je lui ai posé cette question parce qu'avant, la situation s'est déjà déroulée avant de jouer contre... En Côte d'Ivoire, lorsque la Guinée nous a reçus en Côte d'Ivoire. Notre délégation est allée jusqu'au à l'aéroport de Ndjili. Malheureusement, ce jour-là, il y a certaines personnes qui n'avaient pas de visa, qui n'ont pas pu voyager parce qu'ils n'avaient pas de visa. Je posais la question au ministre, est-ce qu'on ne va pas revoir les mêmes situations? Il m'a rassuré, non, on a pris toutes les mesures, etc. etc. Mais bon, comment nous allons vivre ça et ne rien dire? C'est une situation qui fait jaser quand même. C'est quand même toute une délégation officielle de la RDC qui n'a pas eu accès au stade, qui a passé une nuit dans les conditions que vous voyez là. Bah après, bon,
il y a toujours des parts des responsabilités. Le ministre des Sports, certainement, a sa part des responsabilités. Les Mauritaniens également ont leur part des responsabilités. Les vins tirés, il faut le boire. Maintenant, il faut être professionnel par la suite. Et il ne faut pas que ça reste impuni. Donc, c'est la personne qui n'a pas fait bien son travail, on doit l'interpeller. Donc, pourquoi prendre un engagement et ne pas arriver jusqu'au bout? Parce que l'État, qu'on l'a déboursé de l'argent. C'est une délégation, c'est ça, 58 personnes ont payé des billets d'avion et les ordres et les frais d'émission pour cette délégation-là, pour finalement le voir passer nuit à l'aéroport, ce qui n'est pas bien pour l'image du pays. Je crois que les autorités compétentes doivent vraiment regarder de près cette histoire et voilà, partager un peu leurs responsabilités. Tout le monde, ceux qui sont impliqués, devraient répondre de leurs actes. Restons dans le match, vous gardez la main. 2 matchs, 6 points. La RDC file en tête du classement dans le groupe B. Comment vous révélez votre analyse sur ces 2 matchs disputés par la RDC? Il y a eu des critiques sur les réseaux sociaux, notamment sur le fond du jeu. Voilà, une autre critique, voilà, une polémique d'ailleurs depuis hier, Moukhaou qui n'a pas disputé la moindre minute et il aurait même retiré les photos de Lopa sur son compte Instagram. Quelle est votre lecture, GD? Bon, déjà, si on revient aux éliminatoires de cette 5e et 6e journée, je crois que nous sommes parmi les rares nations qui ont pris 6 points sur 6. Ça, il faut féliciter. Ça, vraiment, il faut féliciter. Nous sommes en course, donc les points sont très importants. Les sélectionneurs Sébastien Desabre n'avaient pas signé avec l'État congolais pour nous produire un beau football. Non, il a signé pour nous qualifier. Et lorsque nous jouons, peu importe la manière, et nous sommes capables de prendre le point, c'est tout ce qui compte. Je crois que Desabre a compris comment le football en Afrique fonctionne. Dans des matchs des éliminatoires, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup d'engagement physique, etc. Il y a beaucoup de choses. Il suffit de voir le match. Vous sentez vraiment qu'il y a de l'engagement physique parce que personne ne laisse rien à l'autre. Et il a compris cela, il a fait ses classements sur base des adversaires en face et nous avons pris les 3 points. C'est vraiment un résultat positif. Maintenant, en ce qui concerne le joueur Ngalael Moukhaou, c'est juste un gamin de 20 ans, je ne sais pas. S'il a supprimé les photos sur son Instagram, je ne sais rien parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il n'a jamais posté ces photos, il met au contraire sur les stories. Les stories, c'est 24 heures, après ça part. Il y en a d'autres qui disent qu'il avait supprimé déjà avant même la trêve internationale. Bon, de toute façon, c'est son compte Instagram, c'est à lui de gérer son compte comme il entend. Et ce n'est pas vraiment un problème. S'il y a un problème, on le saura de toute façon, puisqu'avec le temps, et voilà, les sélectionneurs des sables qui ne se cachent pas, vraiment, il dira ce qu'il faut, ce qui se passe. Mais bon, c'est le joueur, il est en forme, avec Lille, il joue bien, il mérite d'être convoqué, ce qui a été le cas. Mais c'est quand même un joueur de 20 ans. Je ne vois pas pourquoi il va en faire, si c'est le cas, en tout cas, je ne confirme rien. Il va en faire un problème, puisqu'il a encore beaucoup de temps devant lui. Il y a quand même Charles Piquel qui est là, et Samuel Moutoussamy, qui sont devenus aujourd'hui des cadres. Je peux vous sortir les statistiques de ces duos. Charles Piquel et Moutoussamy, ensemble, ils ont joué 16 matchs. Et en 16 matchs, ils ont ensemble gagné 10 matchs. Ils ont fait 3 matchs nuls et 4 matchs nuls pour 2 défaites seulement. Ça veut dire que ça rassure. Au milieu de terrain, ça rassure, ça donne satisfaction par rapport au plan de jeu mis en place par Sébastien Desabre. Maintenant, est-ce qu'on veut faire jouer Moukhaou juste pour le plaisir de les faire jouer ou le sélectionneur estime que son temps viendra? Avec ces matchs-là, vous avez vu la tension qu'il y a au stade de Mauritanie. Je ne dis pas que Moukhaou ne pourra pas jouer match de tension, non. Mais il y a des contextes, on est en Afrique, nous avons vu l'équipe de l'Égypte qui a dominé l'Afrique pendant, je crois, plusieurs années en enchaînant. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans en enchaînant des Coupes d'Afrique. Ils ont eu des effectifs avec des joueurs qui évoluent dans des divisions inférieures. Ils ont battu des joueurs de Barça, des joueurs de Real, de la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc ça ne veut rien dire si tu joues dans le haut niveau, ça ne veut pas dire forcément que tu dois réussir aussi. Et puis c'est au coach de voir quel profil il faut utiliser et quand. Et on ne peut pas imposer au coach de faire jouer Moukhaou s'il pense que ces matchs-là, Moukhaou devrait rester sur le banc. C'est ça la logique. Après, voilà, il y a toujours des interprétations, des polémiques. Les Congo, c'est comme ça. Cela ne doit pas empêcher quand même les gens de réfléchir. Non, pas du tout, on doit réfléchir et c'est pour ça justement on aime les sports parce qu'il y a du fair play. Voilà. Alors, disons, est-ce que Moukhaou, ce n'est pas le meilleur milieu de terrain actuellement pour tous ces joueurs qui jouent en Europe? Il fait la peine de jouer la Champions League avec Lille. Il a fait des gros matchs avec des grandes équipes européennes. Pourquoi ne pas le faire jouer même 1 minute? Et aussi maintenant, est-ce qu'on est bien parti pour la Coupe du Monde, une qualification? Parce qu'on sait qu'on a notre destin en main. En cas de 4 victoires en 4 matchs, le fils, on n'a pas besoin de faire des calculs maintenant. L'équipe nationale se est appropriée pour mettre ensemble tous les meilleurs du pays par rapport à l'actualité, pour une mission bien précise. Et le fait d'être déjà appelé en sélection, c'est qu'il est parmi les meilleurs actuellement du pays.
Parce qu'en équipe nationale, c'est la forme actuelle qui compte. Maintenant, être parmi les 11 du départ, ça relève des prérogatives du sélectionneur. Parce qu'il a un plan de jeu. Tu peux être là, parmi les appelés à la sélection. Tu peux être là parmi les 16 retenus pour un match. Mais si lui-même, l'entraîneur qui t'avait convoqué, par rapport à l'adversaire, il trouve que dans mon cas, on peut rester sur les bancs, ne peut pas monter sur les terrains, vu l'enjeu physique de ces matchs. Ça revient à lui. Qui avait dit à Moukao que tu viens en sélection pour être titulaire dans ces matchs face à la Mauritanie? Qui l'avait dit? Non, je ne pense pas. Donc, si réellement il a posé cet acte, s'il a retiré ses photos de Léopard, parce qu'il est frustré, parce qu'il n'a pas été titularisé, parce qu'il n'a pas joué moins de minutes pour ces 2 matchs, moi je pense que c'est pas bien de sa part qu'il nous laisse nous faire ce travail lors de la conférence de presse d'après-match, après notre difficile victoire ici face au Soudan du Sud. Moi personnellement, j'avais dit à Desabre, je lui avais vu se comporter en premier ennemi de sa propre sélection, de sa propre équipe, parce que je n'avais pas vu comment, dans un match où on a forcément besoin de ces 3 points, et c'est le match qu'il a choisi pour mettre 3 arrières à centraux et qui a dérangé l'équipe dans tous les compartiments de jeu. Il n'y avait pas cette complicité qu'on avait l'habitude de voir, mais malheureusement, au-delà de ça, heureusement, on a quand même arraché les 3 points. J'avais dit ça à Décembre, il avait évoqué ses raisons. C'est lui le patron de choix de joueurs. C'est lui également le patron des choix des joueurs qui vont débuter la rencontre ou qui sera plongé sur le terrain. Et s'il a jugé bon, qu'il garde encore cette complicité au milieu entre Moutoussamy et Piquel, c'est question de confiance aussi. C'est question de confiance. Est-ce que Berto était à la perche congolaise? C'était pas lui. On avait débuté presque plusieurs campagnes. On était à la dernière CAN où on a présenté quand même un bon visage avec un Passy. Mais après aujourd'hui, ce n'est plus lui. Et Passy aussi doit faire la même chose parce que Passy aussi, c'est un bon gardien. Il est en train de continuer à l'éprouver en international, là où il joue dans son club. L'équipe nationale n'est pas un club. Concernant, par rapport au fond de jeu, moi je pense que cette compétition que nous jouons, et cette équipe nationale n'est pas à confondre avec les organisations en termes de club. En club, oui, on peut encore patienter, question de voir la mayonnaise prendre en termes de séduction de jeu. Mais ici, on a besoin que des résultats, quelle que soit la manière. Oui, nous, journalistes, on peut décrier cela, on peut dire à l'intérieur, mais comment ça ne marche pas? Comment, oui, on a gagné, mais pourquoi de ce côté, ça n'a pas marché? On a été dominé tous les matchs. Oui, on peut continuer à poser ce genre de questions à l'entraîneur, question de le pousser à l'amélioration. Mais sur terrain, s'il y a le résultat, il a signé ses contrats de jeu de la souligner, il a signé les contrats d'objectifs où il doit nous donner les résultats. Et jusque-là, il est dans les bons. On veut à tout prix retrouver cette fête mondiale de football qui est la Coupe du Monde. Depuis 74, 51 ans après, ça fait quand même beaucoup. Nous sommes quand même une nation de football. Et cela ne peut pas rester un mouvement. Il faut le prouver à travers des actes. On ne participe plus dans cette fête. Et on est déterminé d'y aller. Mais pour aller, ce n'est pas le fait de produire un bon jeu sur le terrain que vous êtes qualifié à la Coupe du Monde. Non. Le fait d'être victorieux sur le terrain. On a vu récemment le match entre le Brésil et l'Argentine. Le Brésil avec cette grande sélection, avec des joueurs qui ont des individualités très remarquables dans leur club. Mais qu'est-ce qui arrive face à l'Argentine? 4 buts à 1. Plus de joueurs que l'Argentine au niveau voilà, du quart de finale de la Ligue des Champions. Hein. Donc, cela prouve à suffisance qu'en équipe nationale, pour l'entraîneur, on a besoin des résultats, même pour les joueurs. Et cela ne nous empêche pas de continuer à poser des questions, à pousser l'entraîneur à travailler, à faire autrement, à présenter un bon visage au-delà des résultats. Mais la grande mission, c'est que nous avons plus d'importance, c'est la victoire. C'est là qui nous a poussé à occuper la première place avec Alors, en une minute, est-ce que notre qualification passe par le Sénégal le 5 septembre 2025? Pas forcément, parce qu'il y a encore 4 matchs à jouer. On ne peut pas se focaliser juste sur le Sénégal. Au risque de perdre des matchs contre le Togo par exemple, contre le Soudan du Sud. Contre le Togo, c'est à l'extérieur. À l'extérieur. Soudan du Sud également. Il reste Soudan et le Sénégal à Kinshasa. Tout à fait. Tous les matchs sont importants et les joueurs, en tant que des professionnels, le savent aussi bien. Je crois que le Sénégal, certes, c'est le grand favori du Sénégal. C'est vrai. Et ce sera un choc ici au stade des parties, puisqu'on a juste un point qui nous sépare. Je ne sais pas juste parce que ce sera la 8e journée. On va d'abord jouer contre
des adversaires faibles, entre guillemets. Donc la RDC va d'abord jouer contre le Soudan du Sud en déplacement. Le Sénégal, pendant ces temps, jouera certainement contre le Soudan. Donc, et Nous, on reviendra avec le... nous reviendrons ici à Non, la Stade des Martyrs. on va enchaîner parce qu'on va terminer à Kinshasa. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. La 7e journée, la RDC va commencer en déplacement. D'abord, On joue à Kinshasa. ce sera au mois de septembre. On ne commence pas à Kinshasa. On commence à part l'extérieur. On vient à Kinshasa, on repart à l'extérieur et puis on vient terminer avec le Soudan. Il y aura 2 matchs au mois de septembre. Donc le premier match, ça va se jouer en déplacement au Soudan du Sud. Ensuite le second, et ça va se jouer à Kinshasa contre le Sénégal. Ce sera un grand choc. Je crois que les léopards de la RDC ne doivent pas juste... Voilà, avec la réalisation, nous avons d'ailleurs le calendrier ici. Tout à fait. Voilà, donc maintenant on va recevoir d'abord le Sénégal. Le 1er septembre, D'abord le RDC Sénégal. Non, Nous allons d'abord le Soudan du Sud, vous voyez, non? La Mauritanie, on vient de jouer contre la Mauritanie. Ok. Le match qui suit, c'est Soudan du Oui, Sud. 1er septembre, le Soudan du Sud, RD Congo. RD Congo. RD Congo, Soudan du Sud, on joue d'abord à Le 1er l'extérieur. septembre, On revient contre le le Sénégal. 5 septembre, on joue contre les Sénégalais. Ça c'est limite là. Voilà, et puis on va attendre le mois d'octobre Le pour mois d'octobre. terminer les éliminatoires. Mhm. Mais je crois que le Sénégal, c'est un grand adversaire avec des individualités. Mais on peut profiter de cette équipe qui est à la phase de transition. Depuis le départ d'Aliou Cissé, il y a certains cadres qui ne sont plus en forme comme Sadio Mané, Koulibaly, Gana Gueye. Donc, ils sont en période de transition. C'est le temps où RDC doit profiter, gagner ces matchs et se qualifier. Je crois que nous avons toutes les armes, nous avons les possibilités en tout cas de battre ces adversaires. Maintenant, il faut rester humble, rester solide, surtout solidaire aussi. Et Moukaou ne peut pas s'en plaindre puisque ces matchs-là seront encore des matchs très physiques, très forts. À Donc, haute intensité. À haute intensité. Bon, si le sélectionneur va juger de l'utiliser, peut-être jouer. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est à lui de faire les derniers choix. Attendons le mois de septembre prochain à partir du 1er où la RDC effectuera le déplacement sans doute devant le Soudan du Sud avant de recevoir le Sénégal ici à Kinshasa. On repart plutôt avec une autre thématique. On évoque les élections au niveau de la Ligue de football féminin. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on attend la liste définitive de candidates pour cette élection au niveau de la fédération. Alors, vous avez la main, Tison Dombélé, Arlette Boutella, Madame Olive, ça c'est chuchote. Est-ce que vous craignez que la candidature de Madame Boutella ne soit pas venue aujourd'hui après la publication, puisque cette candidature déjà était un ballottage défavorable selon certaines indiscrétions. On voulait bien écarter cette journaliste. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le fair play va vraiment régner autour, bien sûr, de cette élection, en attendant, bien sûr, la liste définitive qui est prévue aujourd'hui? Bon, nous sommes en plein processus électoral. Là. Ça, c'est un moment où même si vous pouvez rester en famille avec votre adversaire et derrière le dos, il y aura toujours quelque chose qui va être tenté dans le sens où, surtout que si votre candidature dérange également certaines personnes, ça se passe toujours comme ça, mais je peux rassurer quand même que Arlette Boutella est celle-là qui a poussé aux plusieurs autorités sportives de notre pays d'être respectueuses des textes. Et Arlette Boutella a accompagné plusieurs responsables du mouvement sportif, voire même politique du pays, dans le sens de faire ce qu'il faut faire, dans le respect des règles, dans le respect des textes. Mais je ne pense pas, au moment où elle se réveille, elle s'est dit capable, prête pour apporter de quoi elle est capable en termes de gestion du football féminin de notre pays. Et elle peut faire autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire dans différents plateaux lorsqu'elle présente ses émissions. Je pense qu'elle ne peut pas le faire. Arlette Boutella est respectueuse des textes et elle l'a fait, elle l'a prouvé à travers le dépôt de sa candidature. On peut attendre longtemps l'invalidation de sa candidature, cela n'arrivera pas. C'est mieux de l'attendre le jour des élections, le 4 du mois prochain, pour voir comment elle va gagner calmement ces élections, parce que en face d'elle, il n'y a pas un adversaire de taille. Il n'y a pas un adversaire de taille parce que celle qui veut retrouver ce fauteuil pour diriger le football féminin, elle n'a qu'à nous présenter d'abord son bilan, elle n'a qu'à présenter son bilan auprès des électeurs, auprès également des Congolais, parce que ce qu'elle veut continuer à gérer là, c'est une chose publique, ce n'est pas la chose privée pour sa famille ou pour elle, c'est la chose publique qui nécessite également l'intention de tous les Congolais, surtout les autorités politiques, parce que nous sommes en pleine période où tous les Congolais doivent partager la détermination du chef de l'État qui est de mettre fin à l'infiltration du pays à tous les niveaux et dans chaque domaine de la vie publique.
et le football n'est pas épargné. Donc la candidature d'Arlette Boutella, c'est une candidature à 100%. C'est une candidature qui cadre avec la vision du chef de l'État. C'est une candidature qui apporte le vent nouveau en termes de gestion du football féminin. On savait tous, toi et moi et tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment, savent ce qui représente aujourd'hui le football féminin en termes d'image. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeune fille congolaise a le goût de pratiquer le football, a le goût de pratiquer le football vu l'organisation au sommet du pays à travers cette Ligue nationale? On a vu la dernière d'image très négative, c'est l'image de notre équipe nationale ici au stade des Martyrs, où vous avez vu des maillots. Ce n'était pas la première fois. Avec des 3 ou 4 dossards sur un même maillot. Et alors qu'il y a des responsables qui sont là, on avait besoin que l'image du pays soit vendue positivement. Et ce n'était pas une première. Donc, au-delà de ce que j'ai évoqué là, il y a plusieurs choses qui a poussé à Mme Arlette Boutella de s'élever, de dire que non, hier, on a poussé des gens, on a accompagné des gens, on a aidé même des gens. Il y a d'autres responsables de mouvements sportifs, il y a d'autres présidents de certaines fédérations qui bénéficient de l'expertise, de l'intelligence des journalistes pour être ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, si ces journalistes-là décident d'être là parce qu'il a elle a la capacité, parce qu'elle sera accompagnée par ses confrères et consoeurs. Moi, je pense que Arlette Boutella est à respecter et sa candidature ne sera jamais invalidée. Elle sera là, elle va gagner calmement ces élections. GD Boutella, une candidature qui fait peur? Bah, tout à fait, hein, c'est une candidature qui fait peur au vu de tout ce qui se passe autour de sa candidature. Voilà, ça prouve que les adversaires paniquent quelque part, puisque la presse c'est une force. Lorsque une consoeur de cette qualité-là, parce que c'est une consoeur très intelligente, nous avons beaucoup de respect. Elle est passée par ici, je rappelle. Par ici, et elle a un parcours honorable qui impose le respect. Et lorsqu'elle a l'appui de la corporation de la presse comme ça ne fait que faire peur. Les adversaires, malheureusement, c'est quand même dans le règle de l'art. De toute façon, tout le monde a le droit aussi de protester ou de demander des recours sur des candidats adverses. Mais bon, cela ne va pas non plus aller à l'encontre de règles établies par la commission électorale, notamment. Je crois que les textes sont clairs. Les textes n'invalident pas un dirigeant sportif. Madame Arlette Boutella est directrice sportive des Amani, donc c'est une dirigeante d'un club qui est affilié à la Fédération congolaise de football. Donc, les règlements généraux des sports les disent très bien, les anciens règlements généraux du sport, parce qu'il y avait bonification des textes, mais il y avait beaucoup trop d'anomalies. La Fédération avait rejeté la FIFA? Non, la Fédération. L'Assemblée générale de la FECOFA avait rejeté les règlements généraux des sports qui ont été établis. Ils font recours aux anciens textes. Et ces anciens textes donnent la possibilité à tout dirigeant d'un club de postuler. Madame Boutella est éligible pour postuler. Je crois que les adversaires sont là, mais le football congolais, si on doit quitter un peu tout ce qu'il y a comme campagne, tout ce qu'il y a comme tout ça, on doit parler du football. Personne aujourd'hui ne peut nier que le football féminin congolais est à la rue. Car il n'y a quasiment rien, il n'y a pas de championnat qui se dispute, il n'y a rien depuis des années, alors que l'actuelle présidente qui sortante, Madame Olive, qui est candidate à sa propre succession. Tout à fait. Elle a été nommée depuis plusieurs années. Elle n'organise pas la Ligue comme il se doit, alors que la Ligue jouit d'une indépendance, une autonomie financière, administrative et autres. Jusque-là, c'est comme si nous assistons à une équipe de football. Elle gère que l'équipe de football première. Et même alors, dans cette équipe de football première, tout n'est pas rose. Hein. Ça fait 12 ans qu'on ne joue plus la CAN, à peine on vient de se qualifier. Et il y a des athlètes qui ne sont pas respectés. Il y en a d'autres qui ont été déguerpis dans leur hôtels, sans prime, qui ont passé nuit à la Belle Étoile, qui ont été insultés. Donc, ça veut dire que la Ligue qui est là, qui est censée organiser le football féminin, et à peine elle se réveille, puisqu'il y a des élections, n'est pas à la hauteur du tout. Il n'y a rien de football féminin. Nous avons vu l'histoire des maillots dont tu évoquais Ndombele. Il y a beaucoup trop de choses noires qui se passent autour du football féminin. Et les dirigeants les savent, les dirigeants des clubs de football féminin, ils nous appellent, nous, journalistes, pour se plaindre à tout moment. Il y a ces problèmes, il faut parfois en parler, regarder ceci, cela. Mais ils sont là, et c'est le moment pour eux de voter utile. Parce que la candidature de Mme Boutella, je vous confirme déjà qu'elle ne sera jamais invalidée, puisqu'elle respecte le règle de l'art, elle est dans ses critères. Et je crois que c'est le moment maintenant aux électeurs de faire de bons choix. Et les choix par excellence, c'est les changements en ce moment. On ne peut pas rester dans le même système. Nous allons continuer à interpeller bien sûr les électeurs. Tout à fait. Aujourd'hui, demain, après-demain, même la veille même des élections.
Alors, Tison, on est presque à la fin de l'émission. Quel message pourriez-vous adresser cet avant-midi à cette commission électorale? Moi, je pense que à la commission électorale, il n'y a pas grand-chose à leur dire parce que cette commission, dont les membres savent pourquoi ils étaient choisis pour conduire à ce challenge, et ils seront respectueux du texte. Il y a deux textes. Ils ne seront pas là pour arbitrer ces processus avec leur état d'âme, non. Et je pense que, comme l'adversaire d'Arlette Boutela a amené la candidature d'Arlette Boutela auprès de cette commission, question de tenter de trouver l'invalidation de cette candidature, ça ne passera pas parce que Arlette Boutela est restée respectueuse des textes et sa candidature a vraiment été déposée en bonne et due forme. Et ce qu'il faut faire, le message est à passer aux électeurs. 30 secondes. Le message est à passer aux électeurs. Être à la tête de la LINAF ne pas seulement mettre des mécanismes ou des stratégies en place pour gérer la sélection nationale. Non. C'est mettre en place une politique de gestion de la pratique du football féminin au pays. Réfléchir comment rendre attrayant la pratique de football féminin ici au pays. Mettre en place des stratégies dans ce sens, attirer des sponsors pour que finalement le football féminin ne reste pas main tendue qu'au trésor public. Et lorsque le trésor public traîne les pas parce qu'il y a plusieurs priorités au pays, que le football ne fait pas partie, il faut trouver des mécanismes au lieu d'aller de nous replonger dans ce que nous avons vu. Merci. La grande question à poser, c'est de chercher la grande question que nous devons nous poser à quelques jours des élections. Il faut qu'on cherche dans quelle tribu du pays on peut retrouver le nom de Karangaïre parmi les Congolais ou Congolaises qui peuvent être en face d'une Congolaise. C'est le nom de madame. J'ai du mal à retenir celle ce nom. qui gère cette, cette Ligue nationale en gérant seulement l'équipe A. Et alors qu'être à la tête de cette ligue, on a fini. Réfléchir sur la pratique. Donc, on reviendra. Vraiment, c'est dur. Karangaïre. Voilà. Vraiment, j'ai parcouru des tribus du pays. Je n'ai pas retrouvé ces noms. Bon, espérons qu'elle est congolaise et elle sera battue calmement par allez-y, vous avez 1 minute. Il parle de ces noms. Je rappelle qu'il a été amené par M. Théo Binamou, qui est aujourd'hui rebelle, qui a rejoint la rébellion M23. C'est sa candidature ou sa candidate, cette dame, il faudra le dire clairement. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le moment d'éveiller la conscience de ces électeurs, de faire très attention surtout à des gens qui pourraient avoir des liens avec une rébellion, vous voyez ce que ça fait au pays, alors que le football c'est le fair play, un amoureux du foot ne peut pas avoir ce genre de liens. Tout à fait, nous sommes dans le sport, on a l'obligation de rester fair play, on devrait être loin de la xénophobie, etc. Je crois qu'on ne discrimine personne, mais les faits nous donnent raison, comme vous l'avez évoqué. Il y a M. Théobald Binamou qui était 4e vice-président de la... Qui a amené d'ailleurs Mme Olive, aujourd'hui il est avec la rébellion. Le comité exécutif du constat au Mali. Sa nationalité faisait un peu douter par le passé, tout le monde se posait de questions. C'est lui qui a ramené Mme Olive Kiloa Kanyangari. J'ai fait un peu l'effort de c'est pas facile de prononcer ça. C'est lui qui a amené la dame à la Fédération congolaise de football, et aujourd'hui la dame a le plein pouvoir actuellement, si vous ne savez pas, le plein pouvoir de décider sur beaucoup de choses à la fédération. C'est comme si c'est elle la présidente de la Fédération congolaise de football actuellement, elle donne des instructions, tout ça, elle a un plein pouvoir. Je me demande, une présidente d'une ligue, comment elle peut avoir autant de pouvoir à la Fédération congolaise de football, comment ça s'est fait, c'est une question à se poser. Et pour chuter, je crois que c'est le temps pour nos autorités, parce qu'on est en pleine guerre, on le sait très bien, de veiller à nos institutions, de surveiller les candidats, tout le candidat de près, de voir quel candidat, quel est son parcours, il vient d'où, pour ne pas finalement un jour se retrouver avec des infiltrés ou des comme ça a été le cas au niveau de l'armée, au niveau des institutions politiques. Il y a risque qu'il y ait quand même des trahisons. Nous l'avons vu avec l'équipe U23 qui a été disqualifiée contre le Maroc, avec toujours M. Binamou à la tête de l'opération. Merci. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il nous avait trahis? Merci. Et il faudrait aujourd'hui qu'on soit sûr des candidats, base à la Banamboka à 100% pour qu'il, quand même, c'est sur ce point-là, nous soyons tranquilles. 100% Banamboka. Merci beaucoup à G. de Luis Coupa. Nous suivons de près ces élections, chers membres de la commission électorale.
En tout cas, nous suivons de près l'œil. Nous vous avons à l'œil. Écrivez l'histoire en rendant cette élection beaucoup plus juste et transparente. Merci beaucoup à Tizon Dembélé d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe de la réalisation, chapeautée par Yannick Kabilamou. Le rendez-vous est pris dans les 7 prochains jours pour un autre numéro. Entre-temps, ne nous quittez pas, car les retours de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne journée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.